Coucou les petits clowns, c'est Cliclo le clown. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour de nouvelles nuits de terreur? Oui, je l'espère, car je vais à nouveau vous lire deux histoires de ce magnifique ouvrage de Pierre Bellemare et de Jean-Marc Épinot qui s'intitule « Ils ont vu l'au-delà, les aventuriers du XXe siècle ». Je vous conseille de vous le procurer, il est vraiment sympa, au prix modique de 6,60 € à la FNAC. C'est pas de la pub, c'est pour moi, c'est cadeau. Bref, la première des deux histoires que je vais vous raconter s'intitule « Le Scoop ». Drôle. Le Scoop. Didier est assis devant sa machine à écrire. Une magnifique page blanche est engagée dans le chariot de la machine. Au dehors, une petite pluie fine tombe sur le Havre. Un temps à vous flanquer le cafard. Le téléphone sonne. Didier laisse la sonnerie envahir l'appartement. Il n'est pas pressé de répondre car il sait déjà qui l'appelle. Et pourquoi? Enfin, il décroche le combiné. Didier, j'écoute. Ah, c'est toi Didier? Ici Nathalie. Tu devines pourquoi je t'appelle? Oui, je sais. Le père Raguette s'impatiente et j'attends ma copie. Eh bien, je suis désolé, mais je n'ai rien à lui fournir. J'ai beau attendre l'arrivée de tous les bateaux, pas le moindre écho qui justifie que je noircisse des pages. Écoute, il faut que tu nous envoies 100 lignes au moins. On boucle demain soir. Trouve n'importe quoi, mais écris quelque chose d'intéressant. Raguette est furieux, et tu risques de te faire virer si tu ne réponds rien. S'il est marrant, Raguette, je ne vais pas inventer n'importe quoi. En ce moment, c'est le calme plat. Rien de rien. Pas d'assassinat, pas de vol, pas de vedette. Il pleut, un point, c'est tout. Débrouille-toi. Je suis certaine que tu vas nous téléphoner un truc sensationnel. Voilà Thierry. Je raccroche. Bise. Didier repose le combiné. Il commence à me les briser, le père Raguette. Quand il ne se passe rien, il ne se passe rien. Le journaliste enfile son imperméable, met son feutre un peu en arrière et sort à la recherche de sensationnel. Et quand 2 heures plus tard, il revient chez lui, la situation n'a pas évolué d'un centime. Calme plat sur toute la ligne. Et à Paris, le père Raguette, le rédacteur en chef, attend toujours ses 100 lignes de sensationnel. La carrière de Didier risque d'être très compromise. Bon, tu veux de la copie? Eh bien, tu vas en avoir, aux petits oignons. Allons-y, mon vieux Raguette. Didier se met devant sa machine et commence à taper avec 2 doigts, comme tout bon journaliste qui se respecte. Le Havre, 15 mars 1937, de notre correspondant Didier, à l'arrivée du ville du Havre. Ce matin, 2 passagers ont débarqué, arrivant tout droit du Canada. Nous les avons rencontrés au bar de Select, et l'histoire qu'ils nous ont racontée prouve que l'aventure est encore possible en plein XXe siècle. Nos 2 voyageurs nous ont demandé de respecter leur anonymat, mais laissons-leur la parole. Didier, maintenant, accélère le rythme. La petite sonnerie qui marque le retour du chariot trouble le seul silence de la chambre. Quand Didier a terminé ces 2 lignes, il relit sa copie, corrige une ou 2 formules, supprime une répétition et estime qu'il est temps de transmettre par téléphone son article sensationnel à la direction de l'hebdomadaire et au père Raguette qui l'attend à Paris. Ah, tu veux du sensationnel? Je vais t'en faire du sensationnel. L'article sort dans le numéro suivant, dans la rubrique « Ce monde est incroyable ». Pas un mot n'irrite échangé. Raguette, le rédacteur en chef, téléphone à Didier pour lui dire « Superbe, cette histoire de chercheur d'or. Vous voyez mon petit Didier, il suffit de s'accrocher et on trouve toujours de quoi faire de la bonne copie. Il faut me suivre cette affaire, ça me semble passionnant. » Didier répond « Oui patron, je vais essayer d'en savoir davantage, je vous tiens au courant. » Elle est bien bonne celle-là. Didier a strictement tout inventé dans son histoire.
2 jeunes chercheurs d'or reviennent du Canada. Là-bas, dans les profondeurs glacées du Yukon, ils ont un jour découvert un squelette au pied d'une falaise. Au pied du squelette, quelques objets. Au doigt du squelette, une chevalière. Les 2 explorateurs ont réussi à hisser jusqu'en haut de la falaise après que quelques kilomètres dans la neige. Ils ont trouvé une cabane abandonnée. Cette cabane devait être le camp de base du malheureux dont ils ont retrouvé les restes. Dans la cabane, des sacs de quartz au fier indiquent que le disparu était un chercheur d'or. Les 2 garçons réalisent qu'ils sont au centre d'un placeur. Ils se rendent à Whitehouse, la ville la plus proche, et se renseignent. On leur dit que personne n'a déposé de demande pour une concession concernant ce territoire. Ils remettent au shérif la chevalière trouvée sur le squelette et ils en profitent pour faire une demande de concession en leur nom propre. Aujourd'hui, après 2 ans d'exploitation, ils reviennent en France, histoire de se refaire une santé. Didier, peut-être content de lui, il vient d'inventer une histoire digne des meilleurs romans feuilletons de toute manière. Dans les 2 jours, les lecteurs auront tout oublié et personne ne pensera plus. C'est là que Didier se trompe lourdement. 2 mois plus tard, le téléphone sonne chez Didier. « Allô, c'est vous mon petit Didier? Ici, Raguette. Dites donc, il y a du nouveau pour votre histoire? Nous venons de recevoir une lettre d'une certaine Mathilde de Ferrières. Elle a lu votre reportage et elle est persuadée que les 2 prospecteurs que vous avez rencontrés ont découvert le squelette de leur frère. Il est parti il y a 5 ans dans le Yukon pour y chercher de l'or. Il n'y a plus jamais de nouvelles. Il faudrait demander au shérif de Whitehorse de la description de la chevalière. Cela permettrait d'identifier le squelette. Il s'agit d'après elle de son frère Thibaut de Ferrières. » Didier ne sait plus quoi trop répondre. Ah, ça c'est formidable, oui. Ça serait bien si c'était son frère. Enfin, je veux dire, ça serait triste mais intéressant. C'est fou que cette histoire ait un tel rebondissement. Pour être fou, on peut dire que c'est l'est. Comment cette Madame de Ferrières a-t-elle pu croire suffisamment au roman inventé par Didier pour y reconnaître son frère? Didier est un peu inquiet. Mais après tout, que risque-t-il? On va contacter le shérif de Whitehorse et il répondra Dieu sait dans combien de temps et il n'aura aucune trace de la chevalière ni de squelette découvert au pied de la falaise. Et puis tout retombera dans l'oubli. Il y aura 1000 raisons plausibles pour expliquer qu'on n'aboutira à rien. Les semaines passent et Didier continue, dure son métier de correspondant exclusif. Dieu merci, il parvient toujours à fournir la copie au père Raguette. Mais il faut bien l'avouer, rien n'est aussi excitant que l'aventure du squelette et des chercheurs d'or. Didier sommeille encore quand le téléphone sonne. « C'est vous, mon petit Didier? Je vous appelle pour l'histoire du squelette de Yukon. Ça y est, nous avons reçu une réponse du shérif de Whitehorse. Et grâce au Yukon Telegraph, nous avons reçu par Bellino une photo de la chevalière. » « Une photo de la chevalière? Mais quelle chevalière? » La chevalière, parmi 2 chercheurs d'or que vous avez interviewés. Vous n'êtes pas réveillé, mon petit? La chevalière du squelette. Le shérif avait la chevalière du squelette? Ça alors? Mais comment est-ce possible? Qu'est-ce que vous me racontez? Comment est-ce possible? Ne me dites pas que vous avez oublié votre propre article. Eh bien, patron, c'est que Didier sent qu'il a la tête en feu. Il ouvre déjà la bouche pour tout avouer au père Raguette pour dire « Mais tout ça, c'est du bidon, je n'ai rencontré aucun chercheur d'or. Il n'y a pas de squelette, pas de chevalière, pas de filon d'ouvrière. J'ai tout inventé pour vous fournir et vos foutus 100 lignes de copies sensationnelles. » Mais l'instinct de survie professionnelle fait que Didier ne dit rien. D'ailleurs, à quoi bon faire des aveux puisque de toute évidence, la réalité rattrape la fiction. C'est drôlement intéressant, patron. Cette chevalière, vous allez la faire voir à madame de... Comment s'appelle-t-elle? Mademoiselle de Ferrières. Nous l'attendons. Elle nous en avait donné une description précise. Dès le début, il n'y a pas de doute, la chevalière remise au shérif de Whitehorse est bien celle de Thibaut de Ferrières. Le blason est bien tel que sa sœur nous l'avait décrit. Dès qu'elle a su que nous avions des nouvelles de Whitehorse, elle nous a dit qu'elle sauterait sur le train pour venir nous voir. Je vous tiens au courant. Enfin, mon petit Didier, je vous félicite encore pour votre interview.
C'est devenu une sorte de feuilleton qui passionne les lecteurs. Nous recevons un courrier formidable. Et vous avez vu, cette histoire est passée en première page des derniers numéros. Mademoiselle de Ferrières, dès qu'elle a en main l'image de la chevalière transmise par Bélideau, ne peut retenir ses larmes. Mon pauvre Thibaut, il n'y a pas de doute, c'est sa chevalière, c'est bien lui. Mais après tout, votre frère n'aurait pas pu s'en séparer, se la faire voler? Jamais de la vie. D'ailleurs, tenez, je porte moi aussi les armes de la famille sur ma chevalière. Vous voyez, le blason, c'est le même. Le shérif de Whitehorse vous a-t-il donné d'autres détails? Eh bien, il nous a communiqué les noms des 2 jeunes chercheurs d'or qui ont découvert les restes de votre frère. D'ailleurs, ils sont retournés là-bas, ils ont repris l'exploitation du filon. Le shérif nous a indiqué qu'il possède encore une partie de l'équipement de votre malheureux frère. Si vous pouvez vous rendre sur place, vous pourriez peut-être reconnaître quelques objets personnels. Mademoiselle de Ferrières hésite un peu et déclare: il est de mon devoir de me rendre à Whitehorse. Je veux m'incliner sur la tombe de mon pauvre Thibaut. Et puis, j'aimerais connaître les 2 jeunes gens qui m'ont permis de mettre fin à cette attente angoissante. Mademoiselle de Ferrières a aussi une petite idée derrière la tête. Mais elle n'éprouve pas le besoin pour l'instant d'en faire part aux journalistes. Quelques mois plus tard, Didier, de plus en plus perplexe, reçoit un nouveau coup de fil du père Raguette qui lui annonce: vous savez, mademoiselle de Ferrières, la sœur du squelette, eh bien, elle s'est rendue au Yukon. Vous parlez d'une expédition pour une vieille fille. Et là-bas, elle est allée jusqu'au Whitehorse. Elle a reconnu les objets personnels de son frère, et elle les a rencontrés, les 2 chercheurs d'or. Elle a pris un avocat et elle a signé un contrat. Les 2 garçons qui sont désormais propriétaires du filon ont consenti à lui céder pour les 50 ans à venir un tiers de tout ce qu'ils sortiront de Placère, découverte par son frère. Didier, aujourd'hui encore, se demande comment il a pu inventer une histoire vraie, à moins que l'esprit du défunt Thibaut de Ferrières ne lui ait tout soufflé. Et voilà. J'espère bien que cette petite histoire vous a bien plu. Et qu'elle vous a terrifié. Elle vous a fait péter les voix. Faire une trace de pneu dans votre caleçon. Bref, j'enchaîne immédiatement avec la seconde histoire. Qui s'intitule La maison déchirée. Cet épisode, non, 1, 2, 3. Cette histoire s'intitule La maison déchirée. Armelle rentre chez elle après une journée bien remplie. Au bureau, elle n'a pas eu une minute pour souffler et d'autres tâches l'attendent, dont Baudouin, son gamin de 5 ans, un vrai petit homme qui l'impressionne déjà par son sérieux. Est-ce qu'à 5 ans, on ne devrait pas simplement s'émerveiller de découvrir la vie? Pourquoi alors Baudouin semble-t-il parfois si profondément perdu dans ses pensées? Comme s'il réfléchissait au destin du monde. Armelle est presque inquiète. Elle aurait voulu avoir un garçon rieur et plein d'énergie. Baudouin a choisi le genre philosophe. On s'attend presque à le voir arborer une barbe blanche. Mais après tout, ça lui passera. Armelle passe chez elle avant d'aller chercher Baudouin chez ses parents qui assurent sa garde, pendant qu'elle est prise par ses activités de secrétaire de direction. Elle consulte le répondeur téléphonique. La lumière rouge clignotante lui indique qu'un message l'attend. « Armelle, c'est moi, Caroline. Bien sûr, tu es encore au bureau. Sois gentille de me rappeler quand tu rentreras. Bisous. » Quelques autres appels, mais rien d'urgent ni très important. Armelle décide donc d'effacer et note dans un coin de son esprit « Rappeler Caroline ». À présent, Baudouin est sagement assis près d'elle dans la voiture. Il observe le paysage. « Alors, la journée s'est bien passée chez papy et mamie ?»« Oui,
elle m'a fait une tarte aux pommes. C'est bon. Et tu as été sage? Tu ne les as pas fait enrager? Baudouin regarde sa mère d'un air étonné, comme s'il était du genre à faire enrager ses grands-parents. Oui, parfois, il lui arrive de taquiner Ruffo, la vieille chienne espagnole, mais sinon, il est toujours sage. Il feuillette ses livres d'images, joue avec ses jeux de construction, regarde la télévision quand il y a des dessins animés, et encore, pas n'importe lesquels. Nous y voilà. Qui va prendre un bon bain bien chaud? C'est mon petit Baudouin qui s'est bien vautré dans la poussière dans le jardin de mamie. Le bain, le dîner, et hop, il est temps de mettre le petit garçon au lit. Dors bien mon chéri, et fais de beaux rêves. Je laisse ta petite lampe allumée, je viendrai l'éteindre plus tard. Bonne nuit, maman. Et n'oublie pas de rappeler Caroline. Oui, je sais, je vais le Mais pourquoi dis-tu ça? Sa maison, elle est toute déchirée. Armelle s'arrête, interdite. Dites donc toi, mais comment sais-tu que je dois rappeler Caroline? Quand j'ai eu son message sur le répondeur, tu n'étais pas là. Et je ne t'ai pas dit un mot. Comment es-tu au courant? Je l'ai entendu dans ma tête, maman. Armelle, un peu perplexe, quitte la chambre et appelle son amie Caroline. C'est moi, Armelle, j'ai reçu ton message. Rien de grave, j'espère. Non, mais ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vus, toutes les deux. J'aimerais bien que tu passes à la maison. Eh bien, si tu veux, je viendrai dimanche prochain avec papa et maman. Oh non, pas dimanche, ça m'embête. Je suis plein de travaux à la maison et je sens que tout est descendu dessous. Je change de tapisserie, il y a des papiers déchirés de partout. Des papiers déchirés? Tu as bien dit déchirés? Caroline, as-tu parlé à quelqu'un de ces travaux, à mes sœurs ou à mes parents? À personne d'ailleurs, ça m'a pris soudain, avant-hier. J'en ai eu marre du vieux papier à fleurs. Tu sais ce qui m'affole? Baudouin m'a dit tout à l'heure qu'il fallait que je te rappelle parce que ta maison était toute déchirée. Tu te rends compte? C'est bizarre, hein? Bah, ce n'est qu'une coïncidence. Il aura entendu ce mot dans la journée à propos d'autre chose, ça lui aura plu, c'est tout. Ouais. En tout cas, ça me fait un peu drôle l'effet. Bon, je passerai demain soir avec Baudouin pour lui faire voir ta maison déchirée. Quelques jours plus tard, Armelle, en fin de journée, interpelle Baudouin qui lit un livre d'images. Je vais prendre un bain, tu restes là bien sagement. Baudouin la regarde avec comme un air de reproche dans l'œil. Attends un peu, maman. Le téléphone va sonner. Ta petite Valérie, elle va te parler. Tu dis n'importe quoi. Valérie, elle est à l'autre bout de la France. De toute manière, elle n'appelle jamais. Bon, je vais dans la baignoire. C'est pas la peine. Quand le téléphone va sonner, il va falloir que tu sortes du bain pour répondre à ta petite Valérie. Armelle hésite. Doit-elle faire preuve d'autorité ou bien va-t-elle se laisser mener par le bout du nez? Baudouin a 5 ans. Lui semble un peu jeune pour commander dans la maison. Mais Armelle décide d'attendre, ne serait-ce que pour démontrer à Baudouin qu'il dit n'importe quoi. Au bout de 5 minutes, la sonnerie du téléphone retentit. Armelle décroche, vaguement inquiète. Allô, Armelle, c'est Valérie, ta petite sœur chérie. Tu vas te demander pourquoi je t'appelle soudain? Armelle n'écoute même pas ce que Valérie lui raconte. Elle est complètement abasourdie. Quand elle raccroche, Baudouin, sans lever ses yeux de sa bande dessinée, lui dit avec l'air d'avoir 40 ans. Tu vois, je te l'avais bien dit. Désormais, Armelle a l'esprit occupé par une question nouvelle. Baudouin est-il un petit garçon normal? Possède-t-il un don exceptionnel? Ce don est-il susceptible de durer, de se développer? Cela sera-t-il un atout pour lui dans la vie? Mais le don de Baudouin n'empêche pas les coups du sort. Armelle est licenciée et se retrouve dans un gros peloton des chômeurs. Noël arrive. Pourtant impossible de laisser passer cette fête sans prévoir un beau cadeau pour son bout de chou adoré. Elle décide de profiter des nocturnes pour aller un soir faire ses emplettes. Baudouin est déjà profondément endormi dans sa chambre. La petite lampe est allumée près de son lit. Armelle remet en place la couette qui a glissé par terre. Faut acheter un vatou, maman. Qu'est-ce que tu dis, Baudouin? Mais Baudouin ne répond pas. Il dort à poing fermé. S'est-il seulement réveillé pour prononcer cette phrase mystérieuse? Il faut acheter un vatou, maman. Qu'est-ce que c'est un vatou?
Peut-être réunissait-il dans les promotions de va-tout dans les magasins. Le lendemain, Armelle demande à Baudouin qu'est-ce que c'est qu'un va-tout. Je ne sais pas. Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien. Mamie sait ce que c'est qu'un va-tout? C'est un de ces nouveaux jeux qu'on trouve dans les bureaux du tabac. Tu grattes et tu peux gagner des mille et des cents. Armelle décide de tenter sa chance et s'offre un va-tout. Jolie surprise. Qu'est-ce la chance des débutants? En tout cas, elle empoche 500 francs, séance tenante. Et bien voilà, avec ces 500 francs, je vais pouvoir acheter le jouet de Baudouin. Après tout, ce n'est que justice. C'est lui qui m'a eu l'idée, même si c'est en dormant. Désormais, ça ne fait plus aucun doute pour Armelle ou pour papy et mamie mis au courant. Baudouin a le ton. Il faut qu'il en fasse. Que faut-il en faire? On avisera plus tard. Pour l'instant, on se borne à constater en essayant de ne pas transformer Baudouin en gamin soleil. Mais le plus étonnant reste à venir. Un jour de janvier 1996, Armelle est au volant de sa voiture sur l'autoroute. Baudouin, son nounours dans une main, un camion de pompiers dans l'autre, est solidement attaché dans son siège enfant sur la banquette arrière. Maman, mon camion il est tombé par terre. Je n'arrive pas à le ramasser. Attends, je vais voir si je peux te l'attraper en passant la main entre les sièges. Mais Armelle ne parvient pas à récupérer le camion rouge. Baudouin, sans hésiter, a décroché sa ceinture de sécurité et il s'est laissé glisser sur le sol. Rattache ta ceinture tout de suite, Baudouin! Je n'y arrive pas. Il est presque arrivé, ce n'est pas grave. Mais si, c'est grave. La meilleure preuve que Baudouin se met à hurler. Maman, vite, rattache ma ceinture, rattache ma ceinture. Armelle jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Baudouin a changé de visage. Il est tout pâle, comme sur le coup d'un terreur panique. Ses yeux sont même un peu révulsés. Qu'est-ce qui lui arrive? Armelle met son clignotant et freine en catastrophe sur la borne d'arrêt d'urgence. Après un coup d'œil au rétroviseur extérieur, elle saute à terre et ouvre la portière arrière. En une minute, elle raccroche la ceinture de sécurité du petit bonhomme qui reprend soudain les couleurs et dit avec un soupir de soulagement: Merci maman, tu m'as sauvé la vie. Armelle l'embrasse en se demandant si son fils n'aurait pas une légère tendance au mélodrame. Bon, on arrive, tout va bien. Armelle reprend le volant. Don de voyance ou simple coïncidence. Et voilà. Cette histoire était vraiment très intéressante. Je l'ai beaucoup appréciée. J'espère que vous aussi. Et j'espère que vous avez apprécié déjà peut-être toutes les vidéos de ce type. Vous pouvez le dire dans l'espace commentaire ci-dessous ou mettre un petit pouce bleu. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour deux autres histoires de ce magnifique ouvrage.